Je vais vous résumer ce livre, Stress, les solutions naturelles. Livre d'Angélique Houlbert, qui est diététicienne nutritionniste, qui maintenant s'est spécialisée dans les suppléments nutritionnels, qui a intégré une entreprise familiale française de compléments alimentaires. On verra d'ailleurs, comme marqué sur la couverture, on va parler d'alimentation, des compléments alimentaires aussi, et des plantes efficaces, mais pas que, il y aura énormément de choses autour de l'hygiène de vie en général. C'est une édition de 2013 qui a 110 pages. Et voilà les sujets abordés dans ce livre que l'on va parcourir brièvement pour vous donner un aperçu du contenu. Et à la fin, je donnerai mes conclusions, mon avis sur tout ça. Alors, le stress. On parle de quelque chose qui est essentiel à la vie, on va dire, quand il est ponctuel. Le stress nous mobilise, nous permet de nous lever le matin, nous permet de nous mettre en mouvement. Le sujet sera gênant, c'est cet état de stress qui ne doit pas perdurer et on doit revenir régulièrement et assez rapidement à un état de non-stress. Sinon, effectivement, les symptômes, on les connaît tous un peu, irritabilité, mal-être global, des tensions musculaires, des perturbations digestives, des troubles du sommeil, le système immunitaire aussi qui est en première ligne, le vieillissement qui peut s'accélérer, prise de poids, etc. Dans ce livre, elle démarre au premier chapitre sur mesurer son stress. Alors, elle nous montre ce petit tableau que j'ai coupé ici, que vous pouvez trouver aussi sur Internet, mais il y a un score de stress, en fait, qui est lié à différents événements. Et l'idée, c'est de pouvoir faire la somme en fonction des différents événements qu'on a pu vivre récemment. Et du coup, l'incidence sur la santé va être directement palpable en fonction des résultats, donc en fonction du score, on va pouvoir avoir une somme au total, et les risques sont élevés, en dessous de 150, les risques importants d'avoir une maladie, entre guillemets, sont de 35%, entre 150 et 300 de 50%, et à plus de 300, 80% de risque de maladie ou d'accident. Donc à chaque fois, il y a des références d'études, il y en a plus de 70 en tout, donc ces choses avancées là se basent sur des études qu'on peut consulter si besoin, mais elles sont souvent en anglais. D'où l'intérêt aussi de ce genre de livre pour avoir un résumé et accès à des choses qui ne sont pas toujours accessibles. Le deuxième chapitre, qui est intéressant à comprendre, ce sont les 3 phases de manifestation du stress. La première phase est la phase d'alarme. C'est une alerte qui nous permet, comme on dit, de combattre ou de fuir. Là, c'est directement l'effet de l'adrénaline, avec l'augmentation du rythme cardiaque, de la pression sanguine, une relaxation des muscles digestifs et respiratoires, donc c'est pas le moment de bien digérer, voire de bien respirer, ou de bien évacuer par les voies respiratoires, dilatation des pupilles, etc. Mais en tout cas, là le but c'est, on laisse tomber tout ce qui est accessoire, il faut pouvoir combattre ou fuir. La deuxième phase, c'est la phase de résistance. Du coup, on est en adaptation, on est durant l'action ou la réaction. Là, il y aura le cortisol qui va augmenter fortement, avec la tension artérielle qui va augmenter, et le sang ira en priorité vers les organes vitaux, que ce soit le cœur, les poumons, le foie. La glycémie sera plus élevée, et le système immunitaire est déprimé par la sécrétion de cortisol. Et là, du coup, l'organisme est moins résistant aux infections. Une fois de plus, dans cette phase de résistance, on est toujours en train d'agir, et tant pis pour les infections, c'est pas la priorité. Le corps ne peut pas tout faire. Et la phase 3, naturelle, c'est la phase de relâchement, de récupération. Donc le corps se détend, on récupère. Et plus le temps passé en phase 2 a été long, plus ce temps de récupération le sera aussi. Ça, c'est essentiel, parce qu'en final, quand on dit le stress c'est mauvais, non, en soi il n'est pas mauvais, il nous permet de faire plein de choses, et encore heureux qu'il est là, il décuple nos forces entre autres. Par contre, il y a ces 3 phases qui existent, et la phase 3, elle est essentielle. Et être incapable de rentrer dans cette phase de relâchement, et de maintenir l'organisme sous tension en permanence, ça va affecter à long terme tous nos systèmes immunitaires, cardiovasculaires, etc. Donc ça ouvre la voie aux infections, aux troubles cardiaques et à l'épuisement. Donc les vraies victimes du stress, c'est ceux qui restent en phase de résistance trop longtemps et qui du coup deviennent incapables de se relâcher et de récupérer.
Et on s'en rendra compte par des prises d'excitants ou autres qui fait qu'effectivement on va rester dans cette phase 2, qui ne pourra avoir qu'un temps, donc ça dépendra de chacun, ça dépendra de sa force vitale, de son terrain, mais c'est quelque chose de strictement préjudiciable, et ça a été largement démontré. Dans le chapitre 3, elle aborde les signes et les symptômes. On a parlé un petit peu en introduction, elle en détaillera d'autres, avec des phénomènes par exemple d'indécision ou d'inquiétude. C'est vrai que du coup ce sont des états des fois qu'on ne rattache pas forcément à quelque chose, mais c'est à prendre en compte pour vraiment se dire que ça va compléter l'irritabilité, avec aussi des difficultés de concentration, une mauvaise estime de soi. Donc voilà, il n'y a pas que des signes physiques. Le chapitre 4, ce sont les conséquences. Le premier point est fondamental. Elle cite les déficits nutritionnels. Parce qu'en final, les stocks de certains nutriments vont diminuer jusqu'à certains ne plus être disponibles. On peut penser au magnésium par exemple. Donc c'est sûr que cet état de stress nous met en alerte, nous met prêt à bondir, mais on va consommer des choses de manière excessive. Donc il fait vieillir prématurément. Des études qui montrent que les femmes les plus stressées avaient des télomères plus courts. Les télomères, on juge leur longueur à notre durée de vie, on va dire, globalement. Il fait aussi grossir les femmes plus que les hommes. C'est détaillé dans le livre, mais bon, rien le fait de le savoir, à la rigueur, le détail, peu importe. Il dérègle les défenses immunitaires via le cortisol qui met l'organisme en état d'alerte et qui contrôle les réactions inflammatoires de défense. Donc là, des études aussi du professeur Cohen exposaient des gens à un rhinovirus qui du coup déclenche rhume-rhinite. Et bien, au final, dans cette étude, ce n'était pas le virus qui faisait apparaître les symptômes, mais la réaction inflammatoire engendrée par l'organisme dans le mécanisme de défense. Dans les conséquences, il y a le sommeil, le système nerveux qui va être déphasé entre le sympathique et le parasympathique, augmentation des risques de dépression, avec le fameux axe hypothalamus-hypophyse surrénal, qui va se trouver complètement décalé par des surproductions de certaines hormones et d'autres qui vont du coup manquer. Augmentation du risque des maladies chroniques, que ce soit des maladies cardiovasculaires ou des ulcères à l'estomac, etc. Le chapitre 5, ce sont les traitements médicamenteux classiques. Elle cite entre autres les benzodiazépines, qui en final masquent les symptômes, gomment les manifestations de l'anxiété, mais n'agissent pas sur le système nerveux autonome. Et leurs effets sont temporaires avec des risques de dépendance très importants. Et il y a aussi les bêta-bloquants qui sont utilisés contre le stress, puisqu'ils diminuent l'action de l'adrénaline. Donc c'est quelque part un effet induit d'un médicament qui n'était pas prévu pour ça, qu'on finit par utiliser pour le stress. Au chapitre 6, on aborde les techniques de relaxation. Et là, c'est essentiel et on démarre bien par ça, et je n'ai pas choisi l'ordre dans son livre, mais effectivement, modifier durablement ses habitudes de vie, trouver les causes des causes de ce stress qui ne peut pas redescendre, être honnête avec soi-même, prendre en compte sa responsabilité, et à partir de là, il y a des choses à changer, forcément, on est tous comme ça. Les tester, noter ce qu'il faut, et on aura forcément des améliorations quant à la gestion de nos stress. Sentiment positif et satisfaction, c'est une solution assez facile en final. Il y a toujours des choses négatives qui passent dans la journée ou dans la semaine. Il y a aussi des choses positives. Il suffit d'avant tout de souligner ce qui est positif, de ce qui nous rend joyeux, de nos satisfactions. Et puis de l'introspection adaptative pour rester à l'écoute de la réalité de ce qui nous anime. Cultiver le rire aussi, un sujet intéressant, pas forcément toujours bien vu parce que rire, voilà, ça fait du bruit, etc. Mais c'est très 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 utile, avec des effets là aussi mesurables dans nos constantes physiologiques. Prendre soin de son sommeil, évidemment, encore et toujours. Je ne vais pas le détailler, on l'a détaillé dans d'autres aspects, dans d'autres livres, mais voilà, se coucher suffisamment tôt, avant 22 heures, ça paraît très bien. Et pouvoir avoir un sommeil entier, complet, dans le noir, etc., etc. Pratiquer la cohérence cardiaque. Donc là, je mettrai dans les liens différentes vidéos sur le sujet. C'est un outil de choix pour ça. 3 fois par jour, 5 secondes par inspire, etc. Je vous renvoie à mes vidéos là-dessus. Il y a le massage aussi.
même le massage empathique, sans forcément avoir des techniques particulières. En fait, on se rend compte qu'on ne se touche plus assez et qu'on a besoin de ça. Quoi qu'on nous dise par ailleurs, on a besoin de ça, on a besoin du contact. Il y a la méditation, il y a le tabac qui est aussi malvenu, qu'on pourrait penser à arrêter. L'activité physique plaisante, j'aime bien ce côté plaisante, effectivement. Le sujet délicat, toujours, activité physique, j'ai pas envie, j'aime pas ça. Donc trouver quelque chose de plaisant, quelque chose qui soit plaisant au moment d'eux et qui nous procure aussi des sensations agréables après coup. Apprendre à ne plus compenser par la nourriture, évidemment. Et ça passe par identifier ses émotions, les ajuster sans les combattre. Donc mettre en place des routines, des rituels. Là, je ne pourrais pas rentrer non plus dans les détails. Le livre aborde ces choses-là de manière assez simple, mais voilà, c'est un sujet vraiment important, bien évidemment, puisque la nourriture sert souvent de compensation, mais aura des effets assez délétères. Le chapitre suivant, ce sont justement les changements alimentaires, avec, entre autres, avoir une bonne source de protéines. Elle nous parle, par exemple, sur ce schéma, de l'importance de certains acides aminés, comme la tyrosine ou la phénylalanine, qui permettent en final d'avoir une action sur l'adrénaline, suivant une cascade de réactions diverses, et on notera au passage l'importance de ces cofacteurs, les vitamines et les minéraux, qui sont non négligeables, d'où l'intérêt de raisonner micronutrition quand on raisonne alimentation. Donc là, on parle des bonnes sources de protéines, mais on parle aussi le fait d'avoir des aliments entiers riches en micronutriments, donc local, bio, cueillis il n'y a pas longtemps, etc., et de saison. Elle va nous parler du GABA, qui favorise le calme et la relaxation et ralentit le rythme cardiaque. Donc avec des sources alimentaires, à chaque fois elle cite, par exemple pour ce cas-là, elle parlait de la morue, du parmesan, du soja, des amandes, de certains fromages, du veau. Elle nous parle comme ça de différents acides aminés. Voilà, c'est des sources d'informations intéressantes. Après, du gras mais du bon. Donc oméga 9, oméga 6, c'est souvent présent. Les oméga 3, pas assez. Là-dedans, il y a l'EPA, DHA, souvent apportés uniquement par les poissons. Et tous ces acides gras doivent être dans un certain équilibre. Souvent, on manque d'oméga 3. Donc huile de lin, huile de colza, des choses comme ça. En cru, ça sera bien. Et les poissons gras, effectivement, sont des apports très très intéressants. Sinon, à la rigueur, pensez à un test et puis pensez à une supplémentation si besoin, quoi. Bien sûr, elle nous parle du sucre, en disant que ça nous sucre le moral, avec tous ces phénomènes de yo-yo, le petit réconfort au moment du sucre, et puis la dépression derrière, dépression au sens baisse de sucre dans le sang, et du coup, la baisse de morale qui s'ensuit. Donc le magnésium comme minéral anti-stress, avec des sources alimentaires qui sont citées, comme la noix de cajou, le sarrasin par exemple, qui mériterait à être remis un peu dans nos assiettes, avec les bonnes galettes bretonnes entre autres. Elle nous parle de la vitamine anti-stress, la B6. Au final, sur tout ce qui est micronutriments, vitamines, c'est pas forcément la peine de faire sa liste de courses en disant je vais prendre plus de B6 ou plus de ci ou plus de ça. Le but, c'est quand on adapte son alimentation, on fait en sorte d'avoir des aliments qui sont vivants et qui sont riches en micronutriments, sans trop se préoccuper, ça c'est mon avis, de savoir si on va manquer de B6 ou pas, quoi. Parce que le calcul peut devenir assez compliqué au bout d'un moment. Donc elle nous donne des indications sur les menus qui calment le stress et l'anxiété. Bon, là, quelque part, je ne vais pas tout citer, mais le petit déjeuner dopant, il y a beaucoup de choses. J'ai pas bien compris si c'était et où, parce qu'il y a un mélange de fruits, de protéines, de produits laitiers, etc. Donc je sais pas. Enfin voilà, après ça dépend on va dire de la formation de la personne. En diététique, c'est vrai que la diététique souvent a des approches plutôt en macronutriments. Bon, à voir. De toute façon, sur l'alimentation, il y a beaucoup de choses à dire. Vous verrez les autres livres sur les associations alimentaires, etc. À chacun de se documenter et de faire ses expériences aussi pour savoir. En tout cas, son message, c'est il ne faut pas manquer de certaines protéines. Donc, elle nous donne des indications sur les trois repas de la journée pour essayer d'avoir les aliments qui vont bien. Après, elle nous parle des aliments anti-stress à favoriser. Donc, légumes et fruits frais, on est rassuré, ça commence par ça. Légumineuses, céréales complètes, œufs, etc. Et les aliments anxiogènes à proscrire, tous les plats industriels, les pains blancs, pommes de terre, graisses saturées, alcool. Il y en a d'autres, mais elle commence par cela. Et les aliments à adopter et à proscrire au dîner pour un bon sommeil, eh bien en final, on dit comme souvent, le dîner doit être absolument le repas le plus léger. Et après, elle donne des conseils classiques. Le chapitre suivant, c'est sur les compléments alimentaires.
Donc là, en fait, c'est un peu le métier maintenant d'Angélique. Donc elle nous parle effectivement de beaucoup de compléments alimentaires. Elle démarre par les complexes multivitamines et minéraux, en citant différentes études. Par exemple, une étude de David Benton qui a donné un supplément de vitamines ou des placebos à 130 personnes en bonne santé. Et après 12 mois, le supplément avait amélioré leur humeur. Plus d'autres études comme ça qui sont citées. C'est vrai que quelque part, si on raisonne complément alimentaire, il vaut mieux se centrer vers des multivitamines et des multiminéraux. Le corps prendra ce dont il a besoin. Donc après, elle détaille les différents vitamines, taurine, sélésium, etc. dans le livre. Elle nous parle aussi de l'hydrolysat de protéines de poisson, comme source en finale de bonnes protéines et d'oméga 3 entre autres. Le chapitre suivant, c'est sur les plantes adaptogènes. Donc une plante adaptogène, c'est une substance qui accroît de manière générale et non spécifique la résistance de l'organisme face aux divers stress et qui normalement ne provoque pas de dépendance et pas de souci à l'arrêt. Bon, j'en reparlerai dans mes conclusions. Là en final, on parle beaucoup des ginseng, que ce soit le ginseng coréen et les autres. Elle nous parle aussi de la rhodiole, de la schisandra, du magnolia, qui est utilisé en Asie. Le chapitre 10, ce sont les autres plantes efficaces, donc Griffonia, on parle aussi du safran, valériane, aubépine, le tryptophane, les sources de tryptophane en tout cas, le tilleul, l'escolzia, le ginkgo biloba, etc. En gémothérapie, figuier par exemple. Le chapitre 11 est un programme anti-stress personnalisé, donc là il y a un peu plus d'une dizaine de points qui sont autour de je ressens quoi, du coup je prends quoi. Par exemple, j'ai des difficultés d'endormissement parce que je suis trop agité, énervé la journée. Donc là, elle donne des conseils de quoi prendre en supplémentation. Je me réveille la nuit, j'ai du mal à me rendormir. Donc idem, multivitamines par exemple, valériane, griffonia, des acides aminés, de la mélatonine, du safran. Voilà, sur cet exemple-là. Ou encore, j'ai des douleurs au niveau du ventre quand je suis anxieux. Donc une approche de la somatisation qui est assez importante d'ailleurs dans ces cas de figure. L'aromathérapie, on en parle un petit peu. Donc bon, tout simplement, je suis un peu stressé. Ce qui marche assez bien, c'est l'huile essentielle de lavande, qui peut être en respiration sur un mouchoir. Encore le mieux pour éviter toute allergie, voire être utilisé en massage. Donc elle a dans le livre un petit tableau comme ça, là, qui est une partie que je vous montre ici, qui cite les différentes huiles essentielles et comment l'utiliser et quelles propriétés on peut en attendre. Le chapitre suivant, ce sont les autres pistes anti-stress. Elle va nous parler entre autres de l'homéopathie. Donc là aussi un petit extrait du tableau. Quelques remèdes homéopathiques qui vont être cités dans le livre. On a les thalassothérapie, bien sûr, toutes les thérapies cognitivo-comportementales. Ce sont des aides extérieures mais qui peuvent être utiles. La sophrologie, la pensée positive, m'a mis vraiment très très en avant et ce n'est pas futile, c'est simple et ça marche vraiment très bien. Et puis l'acupuncture, la réflexologie, shiatsu, etc. Voilà, j'en arrive à mes conclusions personnelles. Je trouve que ce livre est bien construit, il est basé sur des informations sérieuses, on a 72 études en référence à la fin du livre. On a pu voir l'impact du coup du stress qui ne redescend pas assez ou assez bas et assez souvent, c'est le mot-clé. En notre période virale un peu exacerbée, là, on peut comprendre l'effet vraiment négatif de maintenir les gens dans la peur. C'est franchement préjudiciable, comme on dit. Le fait d'avoir peur, ça ne va pas éviter les problèmes potentiels. Aujourd'hui, le seul conseil autour de ça, c'est prendre conscience des choses, se renseigner aussi en dehors des infos officielles qui sont quand même globalement pas du journalisme, puisqu'en final, on n'interroge pas trop eux-mêmes les gens qui disent autre chose que ce qui est dit aujourd'hui d'une voix unique. Là. Et après, se faire son opinion, se faire ses conclusions, et puis quelque part, ok, on coupe les sources d'infos, et puis on vit de manière entière et sans la peur. Et du coup, sans ce stress qui risque de plafonner, là, et qui, entre autres, baisse notre système immunitaire, ce dont nos infos officielles ne parlent jamais, on peut dire, voire même, j'ai vu des infos contraires qui disaient qu'il est impossible d'influencer son système immunitaire. Ça, c'est clairement un mensonge. Donc voilà, se faire ses opinions et se concentrer sur son immunité. Après, on retrouve, et c'est tant mieux, des principes de base d'une bonne hygiène de vie qui iront forcément dans le sens d'une bonne santé.
c'est-à-dire d'absence de mots, mais surtout d'une bonne humeur, d'une volonté d'entreprendre, sans saute d'humeur, enfin voilà, un bon mental et solide qui sera le signe d'une bonne santé globale. Bon, il y a quelques imprécisions, par exemple sur les adaptogènes. Pour moi, un adaptogène doit respecter 5 propriétés. Il régule le système immunitaire, il régule le système neuro-endocrinien en diminuant le cortisol et son impact. Il agit sur les mitochondries en diminuant du coup la fatigue physique, sur le système nerveux central aussi. Il n'a pas d'effet direct sur le système sympathique ou parasympathique. Et il doit limiter l'insuline. En final, le ginseng a 3 de ses caractéristiques sur les 5, alors qu'il faut les 5. Donc voilà, là, ça pourrait être dire des débats de spécialistes, mais aujourd'hui, des adaptogènes, il n'y en a pas tant que ça. Et pour moi, donc, les ginseng cités n'en sont pas, sauf les l'éleutérocoque, la maca et d'autres n'en sont pas non plus. Et quelque part, mon avis, c'est qu'il est préférable d'utiliser des plantes qui sont les plus proches de nous géographiquement. D'ailleurs, ça a vraiment été la démarche. Vous pourrez voir ma vidéo que je mettrai en lien sur les 33 plantes validées scientifiquement. Ils ont eu une démarche qui a été vraiment celle-ci, c'est voir quelles sont les plantes autour de nous et celles qui sont démontrées scientifiquement. Et quelque part, c'est pas la peine d'avoir 36 solutions. En tester quelques-unes, c'est bien, mais on a suffisamment de choses proches de nous pour éviter de courir vers des choses qui sont côté Asie et qui sont peut-être adaptées aux populations asiatiques, parce qu'on est tous différents et il y a quand même une constitution qui est propre au terrain, et à la fois au terrain de la personne, mais au terrain sur lequel on pose nos pieds. Voilà, donc après, comme beaucoup de sujets, il est important de couper les sources de stress en amont. Je sais, c'est facile à dire, pas toujours facile à réaliser, mais c'est toujours gagnant. C'est toujours quelque chose, petit à petit, qu'on peut mettre en place. C'est essentiel, c'est une solution à moyen long terme, et du coup, à chacun de voir la vie qu'il souhaite mener. On reste toujours acteur et en partie responsable de notre santé à travers tout ça. Donc les plantes et les autres solutions extérieures, bah, c'est une béquille, c'est très bienvenu quelque part pour aider à mettre en place des changements. Si on est stressé, si on a peur et le moral dans les chaussettes, c'est sûr que les changements sont difficiles. Donc bienvenue à toutes les aides extérieures, avec dans l'idée de mettre en place des changements pour pouvoir marcher sans béquille par la suite. Ça restera un tremplin en fait pour un autre mode de vie. Donc l'auteur a aussi une approche qui est très bien centrée autour de la somatisation, et ça effectivement c'est important parce que un symptôme seul ne suffit pas. Le fait de se dire ça se passe plutôt au niveau du ventre, plutôt au niveau de telles caractéristiques physiques, est important pour à la fois comprendre les causes, mais aussi pour trouver les meilleures plantes adaptées par exemple. Donc ça, l'auteur a bien cette approche-là. Et puis on y retourne, la pensée positive. Rien que ça, déjà, c'est tellement puissant qu'il suffit juste d'y aller. La cohérence cardiaque aussi, ça reste un de mes chouchous. La cohérence cardiaque, c'est tellement démontré aussi, pour ceux qui disent c'est pas scientifique, c'est démontré à tour de bras. L'effet est magique et ça coûte pas cher en temps et on s'occupe vraiment de soi quand on fait ça. Et puis si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, et ben vous avez déjà fait le début du chemin pour contrôler votre niveau de stress qui pourrait être un ressenti trop élevé. Parce qu'effectivement, je suis stressé, on peut être stressé parce qu'il y a un dossier à rendre ou un événement familial. Maintenant, comme on a vu tout à l'heure, il faut que ça puisse rebaisser. Donc vous avez des clés ici, vous avez des choses que vous pouvez mettre en pratique. Et puis continuer d'apprendre, de faire ces tests, et bien du coup avec assiduité et aussi discipline, parce qu'effectivement, c'est pas en essayant une ou deux fois et en disant ça n'a pas marché. Ça demande un peu de persévérance, ça demande un peu d'abnégation et de noter aussi chaque soir ses ressentis peut-être pour du coup rester honnête dans l'introspection vraiment ouverte et transparente. Voilà pour le résumé de ce livre.